Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette vidéo réaction à une vidéo qui a fait le buzz à 2 millions de vues maintenant depuis une semaine. Une vidéo de Filmcore qui s'intitule « J'ai ajouté des dinosaures scientifiquement plus justes à la saga Jurassic Park » ou anatomiquement plus corrects, pourrait-on dire, à la saga Jurassic Park. Alors cette vidéo, c'est Stéphane qui me l'a envoyé, donc Stéphane, je te salue, voilà, merci beaucoup de m'avoir fait remarquer cette vidéo. Alors c'est un truc que j'avais vu passer sur Twitter plein de fois, ça a fait beaucoup de buzz, je m'y étais pas intéressé, voilà, donc c'est grâce à Stéphane que maintenant je m'y intéresse, parce qu'il m'a envoyé donc la vidéo dans laquelle un CGI artiste, donc quelqu'un qui travaille avec des effets numériques, a rajouté dans les films de la saga Jurassic Park des dinosaures qui sont donc anatomiquement plus corrects, ou en tout cas c'est ce qu'ils disent. Et justement, on va se regarder cette petite vidéo et essayer d'en discuter. Alors cette vidéo, je ne l'ai pas vue. Là j'ai passé, vous voyez, elle fait 14 minutes, j'ai passé les 4 premières minutes parce que c'est juste introduction, sponsor. C'est une vidéo YouTube assez typique de ce point de vue-là, un tiers de la vidéo ne sert à rien, mais et je suis sûr qu'à la fin ça va être encore abonne-toi mais la cloche. Mais du coup la vidéo je l'ai pas encore regardée, donc ça va vraiment être une réaction sincère que vous allez voir. Ce qui va être intéressant, si vous voulez, ça va être de voir ce qui a changé et d'en discuter et de s'en servir comme tremplin pour un petit peu discuter de la science en fait, de la validité de la science qu'il y a derrière. Le but c'est pas de débunker la vidéo évidemment. De toute façon, quand il s'agit de remettre de la viande sur des dinosaures, j'ai envie de dire personne n'a raison. Absolument personne n'a raison. Un dinosaure c'est un squelette. Point. Voilà. Au mieux d'ailleurs. Au mieux un dinosaure c'est un squelette. Au pire on a que des fragments. Donc on va regarder ça. En commençant donc du coup à 4 minutes, 3 minutes 52. Je vous mettrai le lien de cette vidéo dans la description afin que vous puissiez aller la voir si vous le souhaitez. Alors évidemment, on commence avec la très iconique scène du T-Rex. J'ai vu quelques artworks du T-Rex passer sur Twitter, donc je sais plus ou moins déjà à quoi il va ressembler. On mettra la vidéo sur pause. Ah, où est la chèvre? Où est la chèvre? On mettra la vidéo sur pause, oui, quand on verra bien le T-Rex. Donc là, première vue du T-Rex. Bon, c'est du CGI fait maison, c'est pas... L'incrustation est quand même pas mal, enfin, je veux dire, c'est pas non plus... c'est pas hyper dégueulasse. Alors, on remarque que les bras sont vraiment très très petits, Voilà, on a une bonne vue là, hop, on va s'arrêter là. On a une très bonne vue du T-Rex et de ce qui a changé sur notre T-Rex. Alors, les deux principaux trucs, je pense, qu'on va noter, les lèvres. Le T-Rex à lèvres, ça, c'est un truc dont on va parler aujourd'hui, parce que vraiment, les lèvres, c'est toujours le grand argument de la discorde. Et ce qui change beaucoup, c'est la chair. Là, on voit que le T-Rex, il est massif, quoi. Il est pas maigrichon comme le T-Rex du film, en fait, qui a vraiment que la peau sur les os et où on voit les côtes limite au travers. Donc ça, c'est vraiment les lèvres et le côté un peu massif comme ça, un peu gras du T-Rex. C'est vraiment c'est plus un courant de pensée moderne, une mode qui a été lancée par le fameux livre All Yesterdays. Pour les lèvres, ça a été lancé par le paléontologue Paul, qui est aussi un paléo-artiste. Donc c'est presque un courant de mode plus que réellement un courant scientifique qui motive ça. C'est-à-dire qu'en ce moment, c'est à la mode de rajouter du gras et du fluff, donc des plumes et machins sur les dinosaures, et de rajouter des morceaux de chair et de rajouter des crêtes et des machins et tout ça. C'est une mode en ce moment qu'il y a de rajouter plus que d'en enlever. À la base, un scientifique vous dira le mieux c'est d'en mettre le moins possible, parce que de toute façon, comme je l'ai dit, les dinosaures c'est du squelette. Donc moins on en rajoute sur le squelette et plus ça ressemble à ce qu'on sait. Donc après, tout ce que vous rajoutez en plus de ça, c'est de la spéculation, c'est juste de l'imagination, plus ou moins teintée de raison, plus ou moins argumenté, on va dire, mais tout ce que vous rajoutez de viande sur un squelette, c'est de la spéculation, c'est de l'hypothèse plus ou moins raisonnable. Donc déjà, il faut bien se représenter ça. Moins on en rajoute sur notre squelette, et mieux c'est, scientifiquement parlant.
J'anticipe tout de suite les petits malins. Oui, si le dinosaure de Jurassic Park était réellement réel, il ferait et il sauterait au-dessus au-dessus des voitures et il s'envolerait. Enfin, il s'envolerait pas, il partirait en sautant comme une grenouille. Oui, les dinosaures de Jurassic Park sont génétiquement des grenouilles. J'imagine bien le T-Rex là qui sort de l'enclos et bam, bam, avec son énorme sac gulaire là. Donc oui, si les dinosaures de Jurassic Park étaient réellement réels, ils feraient avec un gros sac gulaire, et ce serait très très drôle. Mais non, on va évidemment partir du principe que les dinosaures de Jurassic Park sont de vrais dinosaures, pour voir justement, discuter de la science qu'il y a derrière. Donc, un T-Rex gras, pourquoi pas. Un T-Rex avec des lèvres, on va en reparler. Là, ce qu'ils ont rajouté, c'est les trous pour les oreilles, parce qu'effectivement, les dinosaures de Jurassic Park, on voit pas trop le trou pour leurs oreilles. Ils ont poussé la narine un peu plus vers l'arrière, en accord avec un article qui était sorti fin des années 90, début 2000, mais qui avait étudié justement les attaches musculaires et la cavité crânienne, et ils avaient déterminé à partir de ça que les narines devaient non pas être sur le bout du museau, mais beaucoup plus rétractées vers l'arrière, en fait. Vous voyez que le trou des narines, il fait tout ça, hein. Donc vous pouvez placer les narines en bas ici ou en haut là. Donc là, ils les ont plus placées vers l'arrière. Les fameuses lèvres, on voit qu'il a beaucoup moins de dents. Le masséter, le muscle masséter est différent. Vous voyez que c'est dans Jurassic Park à la base, c'est juste une membrane. Là, ils ont vraiment fait un vrai muscle bien épais. Là, j'imagine qu'on est plus de l'ordre de la contrainte technique, hein, que de la contrainte artistique. Là, c'est tout en CGI, donc on peut se permettre des choses qu'on peut pas se permettre en réalité. En réalité, si vous voulez, le problème, c'est que si vous voulez rajouter quelque chose ici sur un animatronique, faut que ce soit très flexible. Parce que évidemment, l'animatronique, c'est pas vous pouvez pas simuler de la fibre musculaire en animatronique, c'est un peu compliqué. Donc là, pour que ça se comporte à peu près naturellement, ils ont utilisé une membrane plutôt qu'un truc qui ressemble plus à un muscle plus épais, quoi. Donc là, le muscle masséter est plus épais. Vous avez les petits bras. Les petits bras sont vraiment très très petits, là, pour le coup. Beaucoup plus proportionnés comme le squelette. Avec les paumes des mains tournées vers l'intérieur et non pas vers le bas. Ce qui est un grand classique de Jurassic Park, hein, de tourner les paumes des mains vers le bas. Donc là, elles sont tournées vers l'intérieur. Donc ce qui est effectivement plus correct, hein, quand vous réarticulez naturellement, ça se replace comme ça, hein, sur un dinosaure, sur un squelette de dinosaure. La texture de la peau a pas tellement changé, elle est toujours écailleuse, donc ça on a bien vu d'ailleurs sur les images précédentes là quand il avalait la chèvre que c'était des gros patchs d'écailles, ça change pas. Donc la peau est toujours écailleuse, il y a pas de plumes. On va noter du coup l'absence de plumes qui donc se base sur le peu d'empreintes de peau qu'on a de Tyrannosaurus Rex, enfin des tyrannosauridés en général, parce que Tyrannosaurus Rex en lui-même, on n'a vraiment pas des masses d'empreintes de peau, mais on a quelques empreintes de peau des tyrannosauridés en général, aucune ne porte de plumes. Mais on est bien d'accord que s'il y avait eu même des micro-plumes sensitives, un peu comme les poils des éléphants, s'il y avait eu des micro-plumes sensitives, je pense pas qu'elles se seraient fossilisées. Donc, mais bon, ça reste relativement correct de ne pas mettre de plumes sur T-Rex. C'est débattable, mais ça reste relativement correct. Là où je vais, je pense, m'arrêter plus longtemps, c'est sur les lèvres. Parce que dire que c'est anatomiquement plus correct de coller des lèvres à un Tyrannosaurus Rex, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce qu'en réalité, il y a le pour et il y a le contre. Donc on a le droit de faire ce qu'on veut, en fait. Au niveau des lèvres, il y a le pour et il y a le contre. Le truc, c'est que l'argument en faveur des lèvres, c'est de dire, les dents, elles auraient craqué si jamais elles étaient pas protégées par les lèvres parce que la dessiccation, tout ça. Les crocodiles, qui sont les seuls proches parents des dinosaures à encore avoir des dents, hein, puisque les oiseaux sont aussi des archosaures comme les dinosaures et les crocodiles, mais les oiseaux n'ont plus de dents. Donc les crocodiles, qui sont les seuls proches parents des dinosaures à avoir encore des dents, n'ont pas de lèvres. Donc les dinosaures étaient par défaut reconstruits sans lèvres. Mais les gens ont dit, il y a des gens qui ont dit que les dinosaures théropodes devaient avoir des lèvres, comme les varans de Komodo par exemple, pour protéger les lèvres, pour protéger les dents de la dessiccation, comme ça elles étaient toujours bien recouvertes, bien humides, comme ça les mailles elles ne craquent pas. Alors ça c'est vrai dans une certaine mesure, mais en même temps ça fait ressembler votre dinosaure à un varan de Komodo.
Or, le varan de Komodo n'est pas du tout un proche parent de Tyrannosaurus rex. Tous les proches parents de T-Rex encore vivants aujourd'hui, à savoir les oiseaux, les crocodiles et, si on étend encore un peu plus aux archélosaures, les tortues, aucun n'a de lèvres. Tous ont un bec. Et beaucoup de proches parents de Tyrannosaurus avaient un bec. Oviraptor, les ornithomimosaures, les Therizinosauridae par exemple. Donc il y a plein de dinosaures théropodes qui ont convergé vers la présence d'un bec, dont l'évolution a convergé vers la présence d'un bec. Ce qui indique quand même très fortement que chez les archosaures et même chez les archélosaures, si on inclut les tortues, chez tout ce beau monde-là, en fait, tous les proches parents des dinosaures, les lèvres c'est un peu peanuts. On s'en fout. Ça apparemment c'était pas très important d'avoir des lèvres. Et les lèvres étaient probablement pas là du tout, et c'est pour ça qu'on a des convergences évolutives. L'argument de les dents vont craquer s'il y a pas de lèvres, il ne tient que parce qu'on est des mammifères, et que chez les mammifères, on a que 2 générations de dents maximum, les dents de lait, les dents adultes. Chez les dinosaures, comme tous les reptiles, mitraillent des dents tout au long de leur vie, hein. Tyrannosaure, vous coupez une mâchoire de tyrannosaure, vous voyez qu'il y a au moins une, 2, voire 3 générations de dents qui se succèdent. Donc les tyrannosaures, ils étaient comme les crocodiles d'aujourd'hui, ils mitraillaient des dents, donc même si les dents craquent à cause de la dessiccation, on s'en fout, puisqu'il en produit tout le temps et il en produira toute sa vie. Donc est-ce que c'est un réel problème de pas avoir de lèvres quand on est un dinosaure? Ma réponse à moi, je pense que c'est non. À côté de ça, on n'a aucun argument solide en faveur de la présence de lèvres, on n'a aucun argument solide non plus contre la présence de lèvres. Mais par contre, l'affirmation « c'est plus anatomiquement correct de coller des lèvres à un tyrannosaure » n'est pas vrai. Ça, par contre, je peux le dire. C'est aussi juste scientifiquement de pas leur mettre de lèvres. Tout dépend, en fait, l'importance que vous donnez aux arguments. C'est-à-dire que si vous préférez l'argument fonctionnel, à savoir il faut que les dents restent humides pour qu'elles se craquent pas, bah dans ce cas-là, vous allez le faire ressembler à un varan de Komodo. Mais par contre, si vous êtes plus en faveur de l'argument phylogénétique, à savoir que Tyrannosaurus rex devait ressembler à ses proches parents, bah aucun des proches parents de T-Rex qu'on connaît aujourd'hui n'a de lèvres. Donc il faudrait le faire ressembler à ses proches parents d'aujourd'hui et ne pas lui mettre de lèvres comme le Jurassic Park original avait fait. Alors voyons voir maintenant un peu comment il justifie tout ça. Oh, le cri iconique du T-Rex, oui. Je sais pas ce qu'ils vont faire là en fait. Alors, ce qui me fait marrer là en fait, c'est que si votre dinosaure est scientifiquement correct, là en arrivant devant eux, il va les renifler et les bouffer. Parce que il va dire il te verra pas si tu ne bouges pas. Oui certes, mais il peut te sentir. Donc là, si le tyrannosaure il est effectivement scientifiquement juste, il va arriver, il va renifler un bon coup et il va les gober. On va voir s'ils ont eu les balls de faire ça. Ah, au moins ils reconnaissent que la patte était scientifiquement juste. Alors intéressant, je voulais voir la langue, là. Enfin déjà, vous voyez l'épaisseur des muscles masséters, effectivement, mais là je voulais surtout voir la langue. Et donc ils ont rien changé à la langue. C'est toujours une question intéressante de savoir s'ils étaient capables de tirer la langue ou pas. Les crocodiles ne le peuvent pas, certains oiseaux le peuvent, comme les colibris par exemple. Mais du coup, c'était intéressant de voir la flexibilité qu'ils avaient donnée à la langue, mais ils ont pas changé par rapport au T-Rex du film. Donc oui, pour commenter, ils ont effectivement eu les balls de faire bouffer. Mais par contre, ce qu'il a dit, c'est le T-Rex avait la meilleure vision du monde et peut-être de toute l'existence entière. C'est quasiment ça qu'il a dit, c'est-à-dire que la meilleure vision de tous les animaux du monde. Alors juste parce qu'il est gros, T-Rex avait des gros yeux, donc il aurait eu la meilleure vision du monde. J'ai déjà entendu cet argument-là, mais non, encore une fois, T-Rex, il avait On ne sait même pas d'ailleurs à quoi ressemblaient les yeux de T-Rex. Faut bien se rappeler, j'avais fait toute une vidéo sur la biologie et la neurologie et le comportement de T-Rex,
où j'avais rappelé assez fermement que on n'a pas d'anneau sclérotique de T-Rex. Donc l'anneau sclérotique, c'est ce qui chez les oiseaux encore aujourd'hui entoure l'œil, et c'est à peu près la seule chose qui nous indique à quoi ressemblait l'œil d'un animal éteint. Donc tous les animaux éteints qui n'ont pas d'anneau sclérotique comme les mammifères, bah on est cuit, on peut rien faire. Par contre, les animaux tels que les dinosaures théropodes, ancêtres des oiseaux qui donc eux aussi avaient un anneau sclérotique, eux par contre on a une idée de ce à quoi leur œil pouvait ressembler grâce à l'anneau sclérotique. Mais le problème c'est que on n'a pas d'anneau sclérotique de T-Rex. Donc la grosse affirmation, le T-Rex avait la meilleure vision du monde, vous l'oubliez. Et puis bon, connaître la taille de l'œil et la taille de la pupille, ce que vous indique l'anneau sclérotique, ça vous donne pas non plus les capacités visuelles de la bestiole. Hein. Ceci étant dit, il est très probable que les dinosaures avaient une très bonne vision en couleur. Hein. Je vous rappelle aussi qu'il est possible que le tyrannosaure ait eu une très bonne vision nocturne aussi. Donc effectivement, dans cette condition-là, dans la condition du film qu'on nous a montré juste là, celle-là, il aurait pu avoir une très très bonne vision, effectivement. Ceci étant dit, pareil, on avait rappelé dans la vidéo sur la paléoneurologie de T-Rex que ces lobes floculaires, donc sur un lobe du cervelet qui contrôle la stabilisation de la vue, n'étaient pas les plus gros du monde, en tout cas pas comparé à la taille du cerveau. Il avait des tout petits lobes floculaires, et donc ces lobes floculaires qui normalement jouent un rôle dans la stabilisation de la vue quand on traque une proie, enfin quand un prédateur notamment va suivre une proie à la trace comme ça là. Bon bah ces lobes floculaires étant tout petits, on peut faire l'hypothèse raisonnable que Tyrannosaurus devait très mal voir les choses en mouvement. Ce qui est littéralement l'opposé en fait de ce qu'on vous dit dans le film d'ailleurs. Dans le film on vous dit il te verra pas si tu bouges pas, bah non en fait, au contraire. Il te verra mieux si tu bouges pas, parce que si tu te mets à bouger, il va avoir du mal à te suivre. Bah on peut faire l'hypothèse raisonnable que T-Rex, étant donné la taille de la gueule et la taille des dents qu'il avait, T-Rex il s'en foutait des petits machins. Lui, ce qu'il chassait, c'était du gros, c'était du lourd. Donc il a pas besoin d'avoir une vue qui permet de suivre des petits machins qui bougent rapidement. Il a juste besoin d'une vue qui lui permet de voir des gros machins qui bougent pas vite. Et puis c'est confirmé par des analyses écophysiologiques qui ont reconstitué que le T-Rex il devait bouffer des centaines de kilos de viande. Donc il n'y a pas de centaines de kilos de viande à bouffer sur des petites proies en fait. Donc même là, il y a des gens qui avaient d'ailleurs fait l'hypothèse que dans Jurassic Park, c'est à peine si Tyrannosaure devrait être intéressé par les humains. En réalité, et d'ailleurs dans le film c'est plutôt bien rendu puisqu'il s'intéresse en réalité aux voitures plus qu'aux humains, parce que lui, de toute façon, il a le comportement qui est réglé. Là, il a tous les potards réglés sur je veux un gros truc à bouffer. Donc effectivement, il s'attaque aux voitures, pas aux humains. Mais bref, je digresse beaucoup. On voit bien là, par contre, d'ailleurs, la crête nasale, on la voyait moins tout à l'heure. Donc la crête nasale, hein, les T-Rex ont une crête sur le milieu du nez qui est généralement très très mal rendue dans la plupart des produits culturels très populaires. Donc là, on voit bien la crête nasale et on voit évidemment bien les bosses au-dessus des yeux. Donc ça, c'est très joli. Et on voit les bras plaqués contre le corps sur le côté. Ça, c'est pareil, c'est calqué sur les oiseaux et c'est assez cohérent avec la forme de l'articulation de l'épaule. C'est marrant qu'ils ont en fait ils ont refait ça à partir de la scène où Gennaro se fait bouffer. However, T-Rex isn't the only dinosaur in this series. So next up are the main villains of the franchise, the Velociraptors. Ah, ils expliquent pas. Ils expliquent pas pourquoi ils ont fait ces choix-là. Ah là par contre ils expliquent pour Velociraptor. Donc oui, ils sont évidemment là il explique que Velociraptor était trop petit et du coup ils se sont basés sur Deinonychus qui était le plus gros raptor connu à l'époque. Depuis on a découvert Utahraptor effectivement. Bah voilà. Voilà, le Utahraptor. Donc apparemment ce qu'il a utilisé c'est Utahraptor pour refaire ses Vélociraptors.
Donc Utahraptor, il a quand même un crâne qui est beaucoup plus épais. Hein. But no, it very much looked like that. It was perfect for gobbling up hot dogs or starting a shrimp business. And, unlike the T-Rex, this guy was definitely covered in feathers. So, the little fat kid... Alors pareil, là, déclaré comme ça de but en blanc, Utahraptor était définitivement recouvert de plumes, ça mérite quand même d'être discuté. Puisque aujourd'hui, il y a plus grand monde qui débattra le fait qu'il faut mettre des plumes à des raptors, à des droméosauridés. Parce que de toute façon, mais on n'a jamais découvert de plumes, en réalité, sur Velociraptor ou sur Utahraptor. Ça, il faut bien le rappeler aussi, hein. Utahraptor, on n'a que du squelette. Et d'ailleurs, la plupart des squelettes qu'on connaît d'Utahraptor ne sont pas encore décrits. Donc, pour l'instant, Utahraptor, ça reste quand même un gros point d'interrogation. Velociraptor, c'est pas un gros point d'interrogation, on en a découvert plein en Mongolie. On n'a pas découvert de plumes sur Velociraptor. Les seules preuves qu'on a de plumes sur Velociraptor, ce sont des trous dans l'avant-bras qui correspondent aux trous qu'on retrouve chez les oiseaux modernes. Donc on peut à la limite dire, par les preuves directes, on peut dire Velociraptor avait des grosses plumes sur les avant-bras, des grosses rémiges avec un rachis bien développé qui rentrait dans les os de l'avant-bras. Ça, on peut le dire. Maintenant, d'où vient l'idée que tous les droméosauridés avaient des plumes? Il faut le rappeler, c'est juste par optimisation phylogénétique. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des proches parents de Velociraptor comme le Microraptor, et on a aussi des parents plus éloignés des droméosauridés en général, comme les Troodontidés. Donc le groupe frère, hein, littéralement, c'est les cousins directs des droméosauridés, les Troodontidés. Tous ces animaux-là, on sait qu'ils avaient des plumes grâce aux fossiles chinois. Et on sait à quoi ressemblait leur plumage grâce à ces fossiles chinois. Et on sait que leurs autres cousins, les premiers oiseaux, les aves, avaient aussi un plumage qui ressemblait à ce qu'il vient de nous montrer. Donc, là où la raison pour laquelle on reconstruit ces droméosauridés avec des plumes, c'est pas parce qu'on a des preuves fossiles directes de présence de plumes chez Velociraptor ou Utahraptor. C'est parce que on a les cousins, les proches cousins, qui ont été retrouvés en Chine, préservés avec des tissus mous, et donc par optimisation phylogénétique, on fait l'hypothèse raisonnable et à mon avis correcte que Velociraptor et Utahraptor étaient fichus de la même façon, quoi. Kid in the movie who says, More like a 6-foot turkey. "So you have chosen death," was more right than ever know. Because you see, not only would it have looked like a giant turkey, but it probably would have been about as intelligent. Which leads to a question I want to address. Could a raptor have opened a door as shown in the movie? Ah, ça c'est intéressant comme question. Il se pose la question de l'intelligence. Donc il dit Velociraptor, enfin Utahraptor du coup, puisqu'il va se baser sur Utahraptor. Utahraptor donc ressemblerait à une grosse dinde, mais il aurait aussi l'intelligence d'une grosse dinde, donc en nous montrant une grosse dinde en train de taper une voiture avec son bec. Donc effectivement, pour autant qu'on sache, et encore une fois, on va faire toutes les hypothèses paléoneurologiques qu'il faut, c'est si la taille du cerveau est effectivement raisonnablement corrélée à l'intelligence d'un animal, et il faut bien se mettre ça en tête que si et seulement si on fait l'hypothèse que la taille du cerveau est corrélée à l'intelligence d'un animal, alors les droméosauridés avaient un cerveau plus petit que n'importe quel oiseau vivant aujourd'hui. Même les autruches. Le seul dinosaure qui avait un cerveau de taille comparable au moins par rapport à la taille du corps, donc le quotient d'encéphalisation, donc le seul dinosaure qu'on connaisse pour l'instant qui avait un cerveau de taille comparable à un oiseau moderne, c'est Troodon, en tout cas certains Troodontidés, même pas tous, certains Troodontidés, probablement Stenonychosaurus, qui avait un cerveau qui, en taille comparée par rapport au corps, était comparable à celui d'une autruche. Donc l'intelligence d'une autruche. Ceux qui me suivent sur Instagram sauront que j'ai une mauvaise histoire, j'ai de mauvais bail avec les autruches. Donc non, j'appellerai pas les autruches, je ne qualifierai pas les autruches d'animaux intelligents. Et vous ne me convaincrez pas du contraire. Donc le maximum, c'est ça en fait. Le maximum qu'un dinosaure théropode a pu atteindre, c'est la taille de cerveau d'une autruche, la taille du cerveau d'une autruche. Et les autruches sont pas les plus futés des animaux modernes, hein, clairement. Ceci étant dit,
Est-ce que une autruche serait capable d'ouvrir une porte? Donc si, en partant du principe qu'au maximum ils avaient l'intelligence d'une autruche, est-ce qu'une autruche est capable d'ouvrir une porte? Le problème, c'est que les autruches ne sont pas équipées pour ouvrir des portes, puisqu'elles n'ont pas de doigts, elles n'ont pas de bras. Donc ça va être un peu compliqué pour une autruche. Je pense qu'une autruche bien entraînée peut ouvrir une poignée de porte avec sa patte. Une autruche entraînée, vous lui apprenez à appuyer, surtout une porte comme ça où il suffit d'appuyer réellement. Une autruche entraînée peut ouvrir une porte. Ça, je pense pas que ce soit un problème. Donc, mais là, il va donc s'attaquer à la question est-ce que c'est possible qu'un vélociraptor ait pu ouvrir une porte? Je pense que c'est pas un énorme problème. Le truc, c'est qu'il aurait fallu qu'il le voie avant. Au moins qu'il le voie, c'est ce que je dis, une autruche entraînée. Donc, il faut au moins qu'il le voie avant et qu'il comprenne, que le vélociraptor comprenne le lien entre porte ouverte et nourriture inside, nourriture à l'intérieur. Et ça, par contre, c'est moins évident. C'est beaucoup moins évident. Mais voyons voir ce qu'il en dit. Well, not even modern birds can figure out how to... Bah voilà, exactement. Oh, well then, as if you know. Mais ceci dit, ça c'est une poule. Et une poule, c'est beaucoup plus, ça a le cerveau beaucoup plus gros qu'une... Ça a le cerveau beaucoup plus gros que celui d'une autruche. Alors c'est intéressant, là pareil, il a fait le commentaire donc de la pronation des bras. Donc effectivement, dans Jurassic Park, ils ont les paumes tournées vers le bas, donc c'est plus facile d'ouvrir la porte. Là, s'il reconstruit avec les bras, alors techniquement c'est ces 3 doigts-là, donc s'il reconstruit avec les bras, avec les paumes tournées vers l'intérieur, effectivement c'est plus compliqué. Ceci étant dit, il faut pas oublier que les raptors sont proches les droméosaures sont proches des oiseaux. Leurs bras, c'était probablement pas leur outil principal. Ils servaient plus de leur tête et de leurs jambes, probablement. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont une énorme griffe sur les jambes, c'est parce qu'ils se servaient probablement beaucoup plus de leurs jambes que de leurs bras pour attraper des trucs. Enfin, leurs bras, leurs jambes et leur bouche. Donc je pense que si ils avaient ouvert la porte, les vélociraptors l'auraient plutôt fait avec la tête, vous voyez, ils auraient poussé la poignée vers le bas avec leur bouche plutôt qu'avec leurs bras. Ouais, on va voir ça si c'est donc la fameuse scène de la cuisine. Ça, je suis curieux de voir ça. Je suis très curieux de voir ça. Alors, effectivement, il va regarder. On va voir le bout de son pif. Ouh, c'est pas beau. Bah toujours le... Ouais, non, là c'était cringe. Ouh là là, c'était cringe, attends, vas-y. Je crois que je tiens la miniature, là. Bah déjà, un dinosaure, enfin un raptor anatomiquement correct, en fait, ne regarderait pas par la fenêtre en faisant face à la fenêtre comme ça, parce que bah déjà, il a un museau de 20 cm ou même de 30 cm pour Utahraptor. Donc pour regarder par la fenêtre, pour lui, c'est vachement plus simple d'y coller un seul œil. Et d'ailleurs, il a les yeux sur le côté, contrairement à T-Rex qui a une vue binoculaire, donc il regarde en face de lui. Les raptors, eux, ils ont pas vraiment une vue extrêmement binoculaire, et ils ont un très long museau, donc eux, ils vont plutôt regarder comme les perroquets ou comme les pigeons, quoi. Et ils vont regarder de côté comme ça, parce qu'au moins il peut coller son œil sur la vitre et voir ce qui se passe. Donc ça déjà, c'est pas un truc qu'un droméosaure anatomiquement correct ferait. Ensuite, les lèvres. Là, la vraie raison, je pense, pour laquelle il a un peu l'air con, ce dinosaure, c'est surtout ses lèvres. Et encore une fois, c'est débattable, on est très très proche des oiseaux, avec les droméosauridés, Ça, tyrannosaure encore, c'est un endroit où je mettrais le curseur vraiment au milieu, entre lèvres et pas lèvres. Je mettrais le curseur quelque part au milieu, je dirais qu'il y a 50% de chances qu'il en ait eu, 50% de chances qu'il en ait pas eu. Mais avec les droméosauridés, on est très très proche des oiseaux, et les oiseaux, ils ont un bec. Et déjà, au Crétacé, vous avez Confucius ornis, il me semble, oui, non, c'est ça, Confucius ornis, il avait déjà un bec, Ichthyornis, il avait déjà un bec, alors il avait des dents aussi derrière le bec, mais il avait déjà un bec, Hesperornis avait aussi un bec, enfin bref, au Crétacé,
Au Crétacé, il fait déjà pas trop de doute que la plupart des oiseaux avaient un bec, donc il est possible que leur cousin immédiat, les droméosaures, aient eu aussi très peu de viande sur le museau, étaient déjà en phase de convergence, enfin en phase d'évoluer vers la présence d'un bec. Et donc, toute cette viande-là qu'il a sur le pif, ça me rend dubitatif. Ça me rend très dubitatif. Vous voyez, même les narines, là, sont très charnues. Les narines sont extrêmement charnues. Alors que les oiseaux, les narines sont pas charnues du tout, puisqu'elles sont dans le bec. Donc c'est débattable. Hein. Là, honnêtement, je pense qu'on est assez éloigné de la vérité. Si je devais mettre une note dessus, je dirais qu'on est assez éloigné de la vérité. La forme des yeux est intéressante. On va pour une pupille ronde, mais qui ne remplit pas totalement l'œil. Ça se débat. Une forme, il y a un truc aussi, c'est que la plupart des paléo-artistes refusent de mettre des yeux, des pupilles de chat à leurs dinosaures, et parce que ça les fait ressembler à des serpents. Et honnêtement, pourquoi pas? Surtout le tyrannosaure, par exemple, si le tyrannosaure était un chasseur semi-nocturne, vous voyez, ça aurait pu être intéressant de lui mettre des pupilles de chat. Donc ça, mais parce que les pupilles de chat font ressembler vos dinosaures à des serpents, en fait, ça, généralement, les paléo-artistes refusent. Alors, le faire ressembler à un varan de Komodo en lui collant des lèvres, ça passe, mais le faire ressembler à un serpent en lui mettant des pupilles verticales, ça passe pas, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est tout aussi spéculatif, mais je trouve que c'est un phénomène intéressant. Comme quoi, ce que j'essaye aussi de vous dire avec ça, c'est que il n'y a pas que de la science derrière l'exercice du paléo-art, il y a aussi des effets de mode. Il y a un énorme effet de mode en réalité. Donc les paléo-arts sont le reflet d'une certaine culture de leur époque. La bouche est bizarrement tournée vers le bas. J'ai pas vu le crâne tout à l'heure. J'ai pas fait gaffe à ça sur le crâne du Taraptor plus tôt. Est-ce qu'il nous montre le crâne du Taraptor? Vous voyez, sur le crâne du Taraptor, la mandibule, elle est quand même bien horizontale. Donc je sais pas pourquoi il a fait cette espèce d'effet Masiacasaurus sur son Utahraptor en mettant Vous voyez, on dirait qu'il a la bouche là qui pend vers le bas. C'est curieux. C'est curieux. Et donc comment il va faire pour ouvrir la porte? Avec ses petits bras tournés vers l'intérieur, enfin ses grands bras tournés vers l'intérieur. Eh bien, il la pousse. Non, donc du coup, il est pas allé pour la bouche. Tiens, là, c'est bien fait, là. Là, c'est pas cringe. Là, ça va. Ça va mieux. Ok. Après, il est limité par le film original au niveau du déplacement des vélociraptors. Il va être obligé de les faire hocher de la tête, du coup, comme des poules. Mais ouais, pourquoi cette... Pourquoi est-ce que la mâchoire est tournée vers le bas? Puis surtout, pourquoi est-ce que la mâchoire serait tournée vers le... C'est un truc bizarre, ça. Pourquoi il a fait ça? C'est pas logique, en fait. Regardez, il a la bouche fermée, mais il fait tout le temps... Ça lui donne vraiment l'air stupide. Et si vous voulez... Là, on aurait eu un argument intéressant pour dire, bah oui, il avait des lèvres pour pouvoir avoir la bouche fermée quand il fermait la bouche. Voyez? Mais là, du coup, non seulement il lui a collé des lèvres, mais en plus mais le problème c'est que les lèvres elles vont pas jusqu'en bas, du coup, il a jamais la bouche réellement fermée et c'est bizarre. Enfin, biologiquement parlant, ça n'a aucun sens. Biologiquement parlant, c'est chelou là. Hein. Honnêtement, je sais pas pourquoi il a fait ce choix étrange. C'est-à-dire comme un varan de Komodo, vous ne verriez même pas les dents du tout. Sur un animal, un varan de Komodo, même avec la bouche ouverte, il y a tellement de gencives et de chair autour des dents, en fait, que vous ne voyez même pas les dents, même quand il a la gueule grande ouverte. Et là, il aurait pu aller full varan de Komodo, en rajoutant de la viande, à tel point que même en ayant cette mâchoire tournée vers le bas, là, ce Masiacasaurus effect, il a eu la bouche fermée par de la gencive et de la lèvre, quand il fermait la gueule. Là, ça lui donne juste... Là, quand il a la bouche fermée, il a la lèvre qui pend encore, et il a la bouche... Il est tout le temps en train de siffler, quoi.
C'est chelou. C'est un choix artistique difficilement justifiable biologiquement. Donc encore une fois, est-ce que c'est anatomiquement plus correct? Biologiquement, ça a pas de sens. Bon, on notera les plumes. Hein, ah merde. Bon, bah, tant pis, on va attendre un autre shot où on voit les plumes. Bah là, en plus, c'est un close-up. Voilà, donc on notera les plumes avec donc du petit duvet tout autour de la tête, hein, assez classique, avec des grandes rémiges sur les avant-bras, parce que on a ces trous sur les avant-bras qui effectivement indiquent que tous les droméosaures avaient du plumage comme ça. Donc ça, comme je l'ai dit, c'est essentiel. À part pour les avant-bras, en fait, c'est de l'optimisation phylogénétique. Et la couleur du plumage est relativement sombre. Et là, c'est vraiment difficile de sentir la menace, hein, quand même. Donc pareil, comme pour T-Rex, les narines poussées vers l'arrière. Comme pour Microraptor et Archaeopteryx, par exemple, on a un espèce de Ecodipteryx aussi, on a cette espèce de brosse sur la queue, donc ça c'est ok. Mais oui, donc niveau de la couleur du plumage maintenant, si on partait vraiment sur du 100% anatomiquement correct, le plumage on l'aurait fait noir. Plus ou moins iridescent en fonction de vos goûts artistiques, mais le plumage aurait été noir parce que jusqu'à maintenant, en fait, quasiment tous les droméosauridés et les proches parents sur lesquels on a pu échantillonner des mélanosomes, c'est-à-dire ce qui donne la couleur, la mélanine, hein, ce qui donne la couleur aux plumes, tous ces mélanosomes étaient indicateurs d'une couleur très très foncée du plumage. C'est en fonction de la forme des mélanosomes, la couleur sera plus ou moins foncée. Et donc, tous les mélanosomes qu'on a retrouvés chez les droméosaures et proches parents, dans ces fossiles chinois, justement, on a des mélanosomes fossilisés, c'est assez ouf, indiquent une couleur très foncée du plumage, avec plus ou moins d'iridescence, avec plus ou moins de parties blanches et rougeâtres, mais globalement, on est sur un plumage très très foncé, pas brun. Là, il a fait brun, limite roux. Et non, moi je serais vraiment parti, si j'avais été conseiller scientifique là-dessus, j'aurais dit non, vas-y, noir. Noir. Goth. Gothique à souhait. Alors on notera que Jurassic Park a visiblement très bien fait les jambes, puisqu'il ne retouche pas les jambes. Ah, comment ça? C'était pas ça la curate Velociraptor? Évidemment. Pas mal, c'est très bien. Non, je valide. Oui, évidemment, avec un vrai Velociraptor de 20 cm de haut, c'est plus emmerdant. Non, bien joué, il m'a eu. Il m'a eu, mais encore une fois, le plumage est trop clair. Ouais, et donc la tête... C'était pas mal celle-là. On voit qu'il y a pas mal de monde qui l'ont repartagé. Là, qui saute comme une merde et qui ébat des ailes en plus, donc il vole un petit peu, c'est bien. Et puis qui se fait éclater la gueule. Ah, le Spinosaure. Le Spinosaure qui avait quand même cet avantage dans Jurassic Park d'être déjà semi-aquatique avant que ça devienne à la mode de faire des Spinosaures semi-aquatiques. Donc quand même, c'était pas mal. Donc évidemment, il réexplique l'historique des découvertes, évidemment, depuis Jurassic Park, sachant que ouais, on a découvert alors du matériel qui est plus ou moins bien préservé, mais il faut pas oublier que quand on vous montre un squelette complet de Spinosaure comme il est en train de vous montrer, ça reste du composite. On n'a toujours pas découvert de squelette complet de Spinosaure. Donc les proportions des bras et des jambes, donc avec notamment les gros bras et les toutes petites jambes de Spinosaurus, ça reste du très très spéculatif. La forme de la crête, c'est pareil, on n'a toujours pas trouvé de crête complète de Spinosaure, donc la forme carrée de la crête opposée à la forme arrondie. J'ai presque envie de dire, la forme arrondie autant que carrée sont aussi spéculatives, enfin sont aussi hypothétiques l'une que l'autre. La forme de la queue plate comme ça, par contre, c'est vrai. Est-ce que le Spinosaure était aquatique?
On sait qu'il était capable de nager, Spinosaure, et on sait qu'il avait des adaptations à la nage, Spinosaure, notamment au niveau de la densité osseuse. Spinosaure a des os extrêmement denses, et ça c'est un pattern qu'on retrouve chez tous les animaux semi-aquatiques, et très 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 rarement chez les animaux terrestres. Donc est-ce que Spinosaure avait effectivement ces proportions bizarroïdes entre les bras et les jambes, avec des très gros bras, des toutes petites jambes? Pas sûr, faudrait quand même qu'on retrouve des bras associés à des jambes sur un seul et même squelette pour en être complètement certain. Et il y a eu beaucoup de voix qui ont contesté ça, des voix sérieuses, je veux dire. Est-ce que Spinosaure avait la crête carrée plutôt qu'arrondie? L'un comme l'autre sont tout aussi hypothétiques. Et est-ce que Spinosaure était au moins semi-aquatique? La réponse est oui. Ça c'est certain. Parce que on a aussi le régime alimentaire de Spinosaure qui a été reconstitué grâce aux isotopes et qui a été reconstitué grâce à ses proches parents comme Baryonyx dont on a retrouvé des contenus stomacaux. Il est certain qu'il mangeait au moins une bonne partie de poisson. Et l'utilisation de la queue, c'est pareil, pour nager, elle est pas certaine, mais bon, à partir du moment où vous avez les os qui sont extrêmement denses, ça devient difficile de contester que Spinosaurus était aquatique, au moins en partie aquatique. Donc semi-aquatique sûr, complètement aquatique comme c'est représenté là, débattable, mais il va falloir attendre plus de matos. Si on trouvait chez un ancêtre des cétacés, donc un ancêtre des baleines modernes, si on trouvait les mêmes caractéristiques qu'on retrouve chez Spinosaure, on n'aurait aucun mal à dire « Ah bah il était semi-aquatique ». C'est ce qu'on a. D'ailleurs ça existe, ça s'appelle un protocétidé. Donc les Protocétus, Rhodocétus, Maiacétus, tous ces cétacés très anciens à quatre pattes, on n'a aucun mal à les reconstituer semi-aquatiques en ayant à peine plus de preuves que ce qu'on retrouve chez Spinosaure. Mais pourquoi est-ce qu'on y va tête baissée? Bah parce que c'est un ancêtre des cétacés. On sait déjà que ultimement ça va devenir un animal aquatique. Si on retrouvait ça chez un ancêtre des hippopotames, pareil, on dirait bah oui, pas de problème, semi-aquatique, allez zou. Mais bon, si on retrouve ça chez un animal qui a pas de descendant direct moderne, et qui du coup n'a pas un descendant qui nous indique très clairement quelle est l'écologie vers laquelle cet animal se dirigeait au Crétacé, bah on est coincé. Donc je pense qu'il y a quand même suffisamment de preuves pour dire que Spinosaurus passait clairement beaucoup de temps dans l'eau. On va voir du coup comment il le reconstitue. J'ai un petit pronostic, c'est qu'il va pas lui mettre de lèvres. Parce que oui, il est semi-aquatique et du coup il va ressembler beaucoup plus à un crocodile. Ah. La pire scène de toute la saga Jurassique. Celle où le T-Rex se fait bolosser. Et je suis d'accord, il vient de dire qui gagnerait entre Spinosaure et un T-Rex, c'est T-Rex. Et ça je suis complètement d'accord. À partir du moment, le combat il est fini quand T-Rex attrape le Spinosaure avec sa gueule. À partir du moment où T-Rex attrape le Spinosaure avec sa gueule, le Spinosaure peut faire ce qu'il veut. T-Rex est une machine à broyer. Son instinct, quand il a quelque chose dans la bouche, c'est de serrer. Et si le Spinosaure se débat, met des coups de griffes, lui ouvre le bide en deux avec ses énormes griffes, le T-Rex utilisera tout ce qui lui reste de force et d'instinct pour lui broyer la nuque. Parce que le T-Rex, c'est juste une énorme machine à broyer. C'est ce qu'il fait, c'est son job. Donc qui gagne entre T-Rex et Spinosaurus, c'est T-Rex. Même si le T-Rex finira par mourir de ses blessures, le T-Rex gagnera. Point barre. Non négociable. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'on va se diriger donc vers un Spinosaure qui n'aura pas. Ça j'aime. On va se diriger apparemment vers un Spinosaure qui a pas la crête carrée mais une crête plus arrondie. Pas de crête sur les cervicales, parce que les cervicales, on a des vertèbres cervicales et elles n'ont pas de crête. Donc, allez vas-y là, accouche.
Donc évidemment la scène où il est dans l'eau, puisque Spinosaurus est semi-aquatique. Donc il a pas changé la forme de la crête. Donc ça c'est ce que je vous avais dit, hein, la crête est... On n'a pas de crête complète de Spinosaurus, donc on peut la refaire carrée, on peut la refaire arrondie, c'est tout aussi hypothétique l'un que l'autre. Hein. Ça je suis tout à fait d'accord. Et donc effectivement, vous voyez, donc lui il privilégie définitivement l'hypothèse fonctionnelle pour les lèvres. Le spinosaure pour lui n'avait pas de lèvres parce que le spinosaure est aquatique. Alors que, encore une fois, dans un contexte phylogénétique, si il était cohérent avec lui-même, il aurait mis des lèvres à tous les théropodes, y compris Spinosaurus. Donc lui, il est clairement de l'école fonctionnelle et pas de l'école phylogénétique. Mais encore une fois, comme j'ai dit, à cette distance-là du clade des oiseaux, parce que Spinosaurus, il est même moins proche des oiseaux que Tyrannosaurus en réalité. Donc à cette distance-là du clade des oiseaux, on peut se permettre de faire un peu ce qu'on veut, c'est exactement le même truc qu'avec T-Rex en fait. Donc là, je suis d'accord, et encore une fois, on voit la langue n'est pas tirée. Donc pareil, pas trop de mobilité dans la langue, contrairement à ce qu'on peut voir chez des mammifères par exemple. Est-ce qu'on va revoir un petit... parce que j'ai vu en fait la position de la narine est intéressante sur le spinosaure. On va se la remettre juste pour voir la position de la narine. C'était là. Ça a vraiment pas dû être évident d'incruster ces nouveaux effets spéciaux, parce que là, vous voyez, il y a tellement de bordel au premier plan. Comment vous incrustez ça en fait dans ça a dû être un boulot de fou. Hein. J'ai dit tout à l'heure, les textures font vraiment faites maison, mais en réalité, ça a dû juste être un boulot de malade. Voilà, là on voit un peu la narine, juste ici. Et donc si on regarde la structure du crâne de Spinosaurus telle que donnée par les dernières reconstructions, on voit donc ici vous avez l'œil, ici vous avez la fosse antéorbitaire, ça c'est un foramen, alors je sais pas si c'est sensoriel ou quoi, là vous avez des foramens sensoriels, donc des petits trous pour les nerfs, hein, typiquement, là aussi vous avez des petits trous pour les nerfs. C'est pour ça que par exemple dans Dinosaur Planet, vous voyez le spinosaure avec le pif trempé dans l'eau, le bout du pif trempé dans l'eau, bah en fait il a le bout du pif trempé dans l'eau pour détecter les proies, parce qu'il avait des foramen sensoriels. Donc là je me demande si c'est pas le foramen septomaxillaire, mais je suis pas sûr. Je suis pas sûr de ce que c'est que ce foramen, mais ce ne sont pas les narines c'est bien ce trou-là. Donc là effectivement les narines sont très 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 rétractées vers l'arrière, et ça c'est pareil, c'est une adaptation classique à un mode de vie aquatique, c'est-à-dire que vous avez les narines, en fait, quand vous remontez à la surface pour respirer, quand vous êtes un animal semi-aquatique, bah vous avez les narines le plus haut possible pour que vous ayez pas à sortir votre tête comme ça et avoir l'air de galérer. Donc c'est ce qu'on retrouve on retrouve ça chez les vents des dauphins, on retrouve ça chez les dugongs et les lamantins, on retrouve ça chez les plésiosaures, on retrouve ça chez les ichthyosaures. C'est une adaptation extrêmement classique chez les animaux semi-aquatiques, voire très aquatiques. Et avec une narine retroussée à ce point-là, il est même plus aquatique, en tout cas il est plus dérivé que ce qu'on voit chez les phoques, par exemple. Et les phoques, les phoques et les otaries sont déjà très très semi-aquatiques, voire même très fortement aquatiques, je crois qu'on pourrait même dire à ce niveau-là qu'ils sont plus aquatiques que semi-aquatiques. Donc là on aurait vraiment une adaptation à un mode de vie aquatique. Si on ne se référait que à la narine, on pourrait d'ores et déjà dire que Spinosaure était bien plus aquatique qu'un pinnipède, donc qu'une otarie ou qu'un phoque, par exemple. Ce qui est assez cohérent, encore une fois, avec ce qu'on retrouve sur la section des os. Les os sont très très denses, ça agit comme un ballast qui maintient le Spinosaure au fond de l'eau. Donc ouais, là j'admire quand même le travail d'incrustation, parce que ça a dû être bien galère. Et je pense avec les flammes après, ça doit être encore pire, hein. Il a vraiment dû en chier. Je sais pas si ça va se voir à ce point. Mais il a quand même réussi, là, avec les flammes, pareil, à faire... Et donc, ouais, là, on voit bien, là, du coup, la forme de la crête de notre spinosaure. Donc, il a pas mis de crête sur les cervicales. Bizarrement, il a pas étendu la membrane jusque-là. La crête, de forme arrondie, pour rester cohérent avec le film, d'une part, mais aussi, parce que, comme je l'ai dit, on n'a pas de
crête complète de spinosaure, donc on a encore le droit de faire un peu ce qu'on veut, et je pense qu'on va voir après la queue qui aura aussi cette crête très 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 développée. Et encore une fois, le spinosaure est assez... il est assez costaud, un petit peu comme ce qu'on a vu pour le T-Rex tout à l'heure, hein. Ça c'est la mode lancée par All Yesterdays de faire des dinosaures qui sont plus viandus, on va dire, que plus fat, plus gras que les dinosaures qu'on retrouve habituellement dans la littérature, dans la littérature scientifique, mais aussi dans les produits culturels. Là on va voir la queue, ouais, c'est ça, la queue très aplatie verticalement. Les proportions des jambes, vous voyez, les jambes très petites, bien que, encore une fois, le film laisse pas beaucoup de degrés de liberté au niveau de la taille des jambes, hein, puisqu'il faut quand même arriver à superposer par-dessus le film. Ah ouais, mais alors là, si tu t'attaques à Jurassic World, de faire des dinosaures anatomiquement corrects dans Jurassic World, t'es dans la merde. Ah bah oui, Giganotosaurus. Les dinosaures de Jurassic World, notamment le 3, les nouveaux dinosaures de Jurassic World 3, donc notamment Giganotosaurus, les nouveaux designs, ils sont laids. Enfin, j'avais parlé du design du Lystrosaurus, par exemple, qui était moche. Mais alors, ouais, les nouveaux designs, moi, je les ai pas aimés, mais du tout. Hein, après, les goûts et les couleurs, tout ça, mais... moi, j'avais pas aimé du tout. Moi, je trouvais que c'était des étrons sur pattes, personnellement, mais bref. Et là, qui crache du feu. J'avais oublié, ma mémoire avait sélectivement effacé ça. D'accord. On constate aussi que j'ai pas noté ça trop avec le spinosaure, mais on constate qu'il aime pas trop mettre des couleurs à ses dinosaures, hein. Ça reste des couleurs assez ternes, alors que la crête dorsale du Spinosaurus, quand même, ça aurait pu être justifiable d'y mettre des couleurs, parce que la crête dorsale, encore une fois, la fonction primaire qu'on pourrait inférer pour cette crête dorsale, c'est une fonction de parade sexuelle. Comme telle qu'elle est utilisée chez les animaux modernes qui possèdent une crête dorsale telle que les basiliques. Ils ont des couleurs très vives, notamment sur leur crête. Donc on aurait pu quand même mettre des couleurs plus vives, au moins sur la crête du spinosaure, mais là il va vraiment pour des couleurs très ternes. Et du coup c'est pareil, là on perd encore une fois on perd sur le côté de ce qu'on peut justifier scientifiquement en fait. On aurait pu faire les raptors, pas les vélociraptors, mais on aurait pu faire les raptors beaucoup plus noirs, ça aurait été scientifiquement mieux justifié, et on aurait pu faire le spinosaure avec des couleurs beaucoup plus vives, ça aurait été scientifiquement mieux justifié. Alors que là, juste le faire avec des couleurs ternes, bah c'est rester sur ce que Jurassic Park avait déjà proposé en fait, sur ce que les films avaient déjà proposé. But really, probably about as big as T-Rex. From the puzzle we have, any size difference is kind of negligible. So Spinosaurus is still the king in avant-garde. However, this time I was just running low on time. Bon là, on parle surtout de la taille des dinosaures, mais encore une fois, est-ce que c'est plus... Quand on parle de la taille des dinosaures, ce qui est intéressant en fait, c'est de voir ce que les gens disent. Quand on dit ah c'est qui le plus gros, bah c'est qui le plus gros dans quel sens? C'est qui le plus lourd ou c'est qui le plus long? Bah c'est qui le plus long, bah c'est Spinosaure, mais c'est qui le plus lourd? C'est définitivement T-Rex. Donc on pourrait, tu sais, l'argument, enfin l'engueulade classique sur la taille des dinosaures, c'était qui le carnivore le plus gros? C'est juste, c'est marrant à regarder, mais j'y participerai pas. Alors, un giganotosaure, scientifiquement plus juste. Bah là, c'est surtout la forme du crâne qui a changé. C'est très 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 surtout la forme du crâne qui est beaucoup plus fin. Mais Giganotosaurus, le truc c'est que on n'a pas vraiment de crâne complet en fait de Giganotosaurus. Le crâne complet que vous pouvez voir de Giganotosaurus dans la plupart des musées, etc., c'est très fortement reconstitué et très fortement inspiré de Acrocanthosaurus, essentiellement. Voilà, donc l'holotype de Giganotosaurus, et donc les parties en blanc, ce sont les parties qu'on a. Et donc vous voyez qu'il y a quand même... Au niveau des proportions, si vous voulez, il y a une taille minimum que
que la dimension des os retrouvés impose, quoi qu'il arrive. Donc on sait que c'était quand même un animal assez balèze, mais on n'a pas un crâne complet de Giganotosaurus. Donc c'est pareil, il y a un degré de liberté sur la forme du crâne qui peut être admise. C'est essentiellement basé, comme je disais, sur Acrocanthosaurus et d'autres Giganotosauridés, d'autres Carcharodontosauridae. Mais en tout cas, ouais, encore une fois, faut revenir tout le temps aux ossements. La précision scientifique vient des ossements. Elle ne vient pas des effets de mode. Voilà. Donc si à chaque fois que vous vous posez la question de la justesse scientifique, faut pas juste vous référer à ce qui est à la mode, faut vraiment revenir systématiquement aux ossements. Et donc les ossements, vous voyez que ça laisse quand même pas mal de degrés de liberté au niveau du placement. Ceci étant dit, encore une fois, c'est une hypothèse tout à fait raisonnable et à mon avis valide de s'imaginer que Giganotosaurus ressemblait à un de ses proches parents. Du coup, j'aimerais bien qu'ils nous disent encore une fois ce qui a changé. Parce que là, c'est pas, à part la forme du crâne, c'est pas si, qui est un peu plus effilé, au final, un peu plus fin, c'est pas si évident que ça. Puis évidemment, les pattes tournées vers l'intérieur. D'accord, c'est tout. Ok. Eh ben, ouais, il y a le pour et il y a le contre. Pour conclure, j'ai envie de dire, il y a le pour et il y a le contre. Et je pense qu'il y a des fois, notamment sur les lèvres, où c'est pas totalement mérité de qualifier de scientifiquement plus juste. Après, effectivement, l'orientation des bras, mettre un petit peu plus de viande, mais pas trop. Je trouve que ça va, il est pas allé full n'importe quoi sur la quantité de viande, hein. Ça va, tu sais, je m'attendais à des crêtes, des machins, non, ça va. Au final, il est resté quand même assez parcimonieux. Et c'est un argument qui est répété très souvent, particulièrement depuis le livre All Yesterdays, mais comment pourquoi vous mettez pas des crêtes et des machins parce que si on rajoute des crêtes et des espèces de sacs gulaires là comme ils avaient fait dans Préhistorique Planet, oui, non, on peut pas contester que ce n'était pas là, mais en même temps si tu commences à rajouter des trucs sous le prétexte qu'on peut pas contester que c'était pas là, tu peux littéralement reconstruire ton dinosaure comme étant une boule de gras, une boule de viande, une boule de plumes, tu sais, juste une boule quoi, et avec un squelette de dinosaure au milieu. Donc faut savoir manier, on va dire, la parcimonie et la liberté artistique, je pense, et les degrés de liberté artistique que t'as envie de prendre par rapport à l'hypothèse la plus parcimonieuse, qui est vraiment de juste coller un petit peu de peau sur les os, comme ce qui avait été fait dans le Jurassic Park original. Voilà, c'était tout pour cette revue des dinosaures anatomiquement plus corrects proposés par Filmcore. Je vous dis à très bientôt sur notre chaîne. Salut!